Bonsoir, merci beaucoup de me donner la parole et j'ai donc la lourde tâche de vous tenir en attention jusqu'à la fin des communications et j'espère que je ne vais pas trop plomber le moral non plus parce que malheureusement on a eu une expérience un petit peu compliquée à Nantes, mais ça fait partie aussi du jeu des nouvelles thérapies et surtout d'en tirer toutes les conséquences pour mieux prendre en charge les patients suivants. Donc, je vais vous parler de thérapie génique et de microangiopathie thrombotique ou MAT. J'espère que ça va marcher. Merci. Donc, on a vu cette petite fille en consultation pour une suspicion d'amyotrophie spinale de type 1. Donc, les parents étaient apparentés, 4e enfant. Et puis, donc, vous voyez, en fait, elle est née. Donc, enfin, il n'y avait pas de difficulté particulière, mais en revanche, une hypotonie à 3 mois de vie qui, rétrospectivement, avait été constatée à 1 mois de vie. Par les parents, mais adressé un peu tardivement. Donc là, petit rappel aussi pour les cliniciens, avant que le dépistage néonatal pour cette pathologie soit voilà, élargi à l'ensemble des régions, bien rechercher les réflexes ostéotendineux qui sont abolis dans cette pathologie, et ce qui permet de traiter plus tôt. Donc je vous laisse lire la clinique et puis surtout la regarder en vidéo. Vous voyez que à la RCP neuropédiatrique, on va se baser beaucoup sur les mouvements persistants des membres inférieurs dans le bain pour décider d'une thérapie, en plus de toutes les échelles motrices qui sont faites et voilà, de certains autres critères. Donc, elle avait des critères d'éligibilité pour le traitement. Les parents étaient demandeurs. Je veux bien que tu passes. C'est quoi, Amandine? Parce que ça marche pas. On avait confirmé excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, on avait confirmé le diagnostic moléculaire, bien sûr. 0 copie de SMN1 et 2 copies de SMN2, donc c'est assez typique pour le type 1. Et ce qui a été proposé, c'est la thérapie génique par Zolgensma, dont vous avez largement entendu parler. Donc, elle a été traitée. À l'époque, on n'était pas centre injecteur à Nantes. Depuis, on l'est. C'est vraiment la toute première patiente. On était assez aussi motivés, nous, du côté médecin, puisque c'était la première qui était éligible à un traitement dans tous les patients qu'on avait suivis jusque-là. Traitée à Necker avec une corticothérapie à 1 mg kg/jour, qui était le protocole à ce moment-là. On l'a suivi dans le cadre de l'ATU. Et puis, à J8, on retrouve une thrombopénie. Alors, la thrombopénie, c'est relativement fréquent. Mais en fait, il y avait d'autres signes qu'on a vus après, avec une augmentation des LDH. Et en fait, c'est une enfant qui a eu comme effet indésirable des vomissements. C'est assez fréquent dans les thérapies géniques. Mais on s'est aperçu après que la prise de corticoïdes n'avait pas été totale à la maison. Et quand on l'a revue à J12, on avait rapproché la surveillance parce qu'on trouvait qu'elle n'allait pas complètement bien. En fait, la J12, elle est très, très pâle. Elle avait des œdèmes, elle avait une altération de l'état général. Et au bilan, vous voyez, elle avait une anémie hémolytique avec une hémoglobine effondrée à 4,7 grammes par décilitre et des schizocytes sur le frottis. Qui signe une microangiopathie thrombotique. Elle avait une hyponatrémie et une insuffisance rénale aiguë. Et en fait, le soir même, elle est passée en dialyse, en urgence, hospitalisée en réa. Alors là, ça paraît assez facile de faire le diagnostic, mais on l'a pas eu tout de suite. En fait, ça a été assez... On n'avait pas du tout cette information de ce risque d'événements indésirables. Avec l'aide d'Isabelle Deguerre à Paris qui avait injecté l'enfant, elle a sollicité le laboratoire et finalement, on a eu connaissance d'informations qui n'avaient pas encore été publiées, ça a été publié après, de 3 cas qui étaient rapportés auprès de la FDA avec une microangiopathie thrombotique, une insuffisance rénale qui avait
était transitoire pour ces cas. Donc voilà, c'était un peu plus rassurant en tout cas dans ce qu'on voyait. Et vous voyez dans les facteurs de gravité, enfin favorisant ces infections, favorisant la MAT, c'est les infections avec 2 patients qui avaient des infections concomitantes au traitement. On voit aussi, donc là, vous voyez qu'ils ont retrouvé, en fait, la MAT a guéri chez eux avec un traitement par éculizumab. Je vais y revenir après pour l'un des patients. Voilà, donc on était toujours confiants, même si voilà, son état général était quand même vraiment plus altéré. Là, vous voyez l'évolution des LDH, des plaquettes. On a fait un traitement par éculizumab à 3 reprises. Et puis, sur le dosage, on voit qu'il y avait un effondrement du C5B9, du complément. Je vais vous en reparler juste après. Et en fait, elle a développé une atteinte beaucoup plus large avec une atteinte pancréatique, une atteinte digestive, un type de colite exsudative, une atteinte cutanée également. On a pu arrêter en partie la dialyse. Je vais vous montrer quelques photos. Alors, j'espère que vous ne serez pas choqués pour certains, mais voilà, l'atteinte cutanée était vraiment très, très marquée. Et puis, la colite exsudative chez un nouveau-né, c'est très compliqué à gérer. Vous voyez, elle avait des ulcérations au niveau des fesses. Et après cet arrêt de dialyse, avec l'espoir que voilà, elle allait récupérer, et bien en fait, ça n'a pas été le cas. Et elle a fait une bactériémie, mais qu'elle n'a pas supportée dans l'état général dans lequel elle était. Et malheureusement, c'est une petite fille qui est décédée à 6 mois de vie. Voilà, donc c'était une histoire vraiment difficile. Pour la famille, pour nous. On a essayé aussi de comprendre pourquoi elle avait fait une forme aussi sévère, une complication aussi sévère. Alors, la MAT, la physiopathologie, sans rentrer dans les détails, je vous rassure, mais c'est une activation du complément et qui va entraîner la formation du complexe d'attaque membranaire qui s'appelle le C5B9, qui est donc, voilà, qu'on retrouve effondré en fait chez ces enfants et qui font une réaction endothéliale à l'origine de microthrombie diffus dans l'organisme. Alors, on a échangé avec Véronique Frémaux-Bacchi, qui est la référente à l'HEGP pour cette pathologie-là. Et on a pu étudier les gènes du complément dans son laboratoire chez cet enfant. En plus, les parents étaient apparentés. On s'est dit, il y a peut-être d'autres choses. Et en fait, on a retrouvé un variant, mais de signification incertaine, dans le gène du facteur I du complément. Alors au début, est-ce que vraiment il y a un rôle ou pas? C'est un VSI. Et en fait, en discutant avec elle, c'est Madame Facteur I, finalement, elle nous a assez convaincus qu'il pouvait y avoir un rôle potentiel de ce variant, parce qu'on sait que des variants rares dans ce gène ont été déjà rapportés dans des syndromes hémolytiques et urémiques, donc ça se rapproche, c'est compris dans les maths, atypiques, et dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et on avait, dans ces équipes, ils avaient montré qu'il y avait un taux ABC de facteur I. Et puis ce variant, le même, avait été rapporté justement chez un patient avec un CHU atypique et des patients avec des MLA, avec des taux ABC ou non de facteur I, mais c'est assez fluctuant comme dosage. Donc, on a cette hypothèse, même si on ne peut pas complètement en être certain. Depuis, vous voyez, dans les recommandations de Novartis, c'est pris en compte et c'est bien mentionné, mais ça reste un effet indésirable grave, mais rare. Et moi, dans ce que j'ai retrouvé, donc on a pu, si on regarde un petit peu plus, thérapie génique, tous les patients qui ont été traités par Zolgensma, donc sur le site de la FDA, alors ça date de juillet 2021, je n'ai pas trouvé quelque chose de plus récent, sur 1400 patients qui avaient été traités, eux ils avaient retrouvé
officiellement 9 cas. Donc il y a notre cas qui a été publié par la suite. Et puis, à notre connaissance, il y a eu aussi un cas létal, mais qui n'a pas été rapporté et pas attribué officiellement au traitement, et probablement d'autres cas, mais qui sont mieux pris en charge et avec des évolutions bien meilleures maintenant. Quand on regarde d'autres thérapies, pour d'autres maladies, la dystrophie musculaire de Duchenne, ça, c'est dans les essais cliniques. Et pareil, sur le site de la FDA, on retrouve là, pour 15 patients qui avaient été inclus, 4 cas de MAT. Alors, pas aussi, rien à voir comme sévérité, mais ce sont des patients qui sont plus âgés, plus lourds, et donc avec un risque peut-être un petit peu plus important d'en développer. Et puis, pour la maladie de Danon, il y a un cas de MAT chez un patient qui avait été traité à forte dose, mais voilà, qui a été transitoire aussi. Donc, il y a d'autres effets indésirables que je ne vais pas discuter là tout de suite, mais qui font que les essais cliniques de thérapie génique, c'est pas si simple, même si on avance. Donc, pour les patients qu'on traite par Zolgensma maintenant, donc on essaye de faire un bilan préthérapeutique, de bien vérifier qu'il n'y a pas d'infection en cours. Alors avec le Covid, vous imaginez que ça a été un petit peu compliqué, enfin, et c'est encore un peu compliqué, qu'ils n'ont pas d'autres facteurs, la dame Stétresse par exemple, pour favoriser ce type de complications. Alors éventuellement de séquencer les gènes du complément, quand on est dans l'urgence, c'est sûr que c'est impossible à faire, mais intellectuellement, pour bien comprendre les choses, ça peut être intéressant, en tout cas a posteriori. La dose de corticoïdes a été adaptée. Donc en fait, il y a une posologie qui est double maintenant, qui est à 2 mg/kg au moment de l'injection pour tous les patients. Et on fait très très attention à la compliance de ce traitement. Donc si ils se mettent à vomir, on passe en IV. Il faut absolument que les corticoïdes soient bien pris. Et on fait un suivi beaucoup plus rapproché. Donc voilà, ça se passe mieux, et on n'hésitera pas à traiter par eculizumab si on a une confirmation du diagnostic de MAT. Alors en conclusion, bien, vous voyez, donc ça a permis quand même une adaptation du protocole, une meilleure tolérance pour les enfants qui sont traités maintenant. On en a d'autres, 3 autres qui ont été traités depuis, et on n'a pas eu la même expérience, heureusement. Mais on voit que pour tous ces nouveaux traitements, même si on est en phase de commercialisation, on n'est plus en essai clinique, il y a besoin d'une transparence et puis d'une meilleure connaissance des effets indésirables liés à la thérapie génique, et aussi des facteurs de risque individuels, puisque là on cible une population plus large, donc forcément on va trouver des patients qui ont plus de risques, et si on peut les identifier, eh bien voilà, comme des variants dans les gènes du complément, mais il y a d'autres choses, ça peut être utile pour ces patients-là. Voilà. Et puis, merci pour votre attention.